Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Je suis un peu intimidée de clôturer cette journée. Je suis sûre que vos échanges ont été extrêmement intéressants. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est vous raconter une petite histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire pour faire dormir ou pour réveiller. Vous me direz à la fin. C'est l'histoire d'une quinzaine de personnes qui se sont réunies en 2000 à Lisbonne. Donc, c'était sympa, il faisait beau. Et ces personnes se sont dit quel horizon, quelle stratégie on pourrait se donner pour les 10 ou 20 prochaines années pour que voilà, l'Europe, l'Union européenne se donne des défis et essaye d'atteindre ces défis. Et donc, je parle de la stratégie de Lisbonne, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'était cette stratégie de Lisbonne, qui était à l'origine de la définition du programme Horizon 2020. Et à l'époque, la quinzaine de personnes qui étaient donc les représentants de l'Europe des 15 à l'époque, s'étaient dit notre défi, c'est simple, à l'horizon 2010, nous allons faire de l'Union européenne la zone économique numéro 1 dans l'économie de la connaissance. Alors, je n'ai plus exactement le verbatim en tête, mais en gros, c'était la zone de croissance la plus dynamique dans l'économie de la connaissance et de l'innovation. Ça, c'était en 2000. En 2000, il y avait d'ailleurs un certain nombre d'atouts qui permettaient de se définir cette ambition et de viser aussi haut. Nous avions 5 équipementiers télécoms et fabricants de téléphones mobiles, Sagem, Alcatel, Ericsson, Nokia, Siemens, qui se partageaient à peu près de 60% de parts de marché au niveau mondial. C'était pas mal. Nous avions un bon système d'enseignement supérieur, nous avions un très grand marché, plus grand que celui des États-Unis quand on additionnait les populations des pays de l'Union européenne. Donc il y avait un certain nombre d'atouts qui nous permettaient d'envisager cela. Et puis Google venait d'être créé 2 ans avant, donc il n'y avait pas encore d'acteurs dominants sur certains marchés qui allaient se révéler plus tard assez critiques. Donc on s'est fixé cet objectif. Est-ce qu'on a vraiment réussi 10 ans après? Je pense que tout le monde sera d'accord dans cette salle pour dire que pas exactement. Parce que finalement, les objectifs qui ont été poursuivis par l'Union européenne, c'était quoi? C'était... par exemple, on va déréglementer le marché des télécoms et faire en sorte qu'il n'y ait pas de consolidation, essayer d'empêcher des consolidations européennes et laisser les consolidations se faire ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 100 opérateurs télécoms en Europe, alors qu'il n'y en a que 4 aux États-Unis et 3 ou 4 en Chine. On s'est dit peut-être qu'on va quand même essayer de prendre une position dominante sur le marché du search, du moteur de recherche, et donc on a lancé un programme assez ambitieux en 2004, Quaero. Est-ce que quelqu'un utilise un moteur issu de cette recherche? Personne. Donc c'était sans doute parce qu'on n'avait pas pris conscience que sur les nouveaux modèles économiques, il y avait un effet, des effets de réseau, des effets qui faisaient que l'acteur économique, le premier à prendre des parts de marché, devenait l'acteur dominant, le winner takes all. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a saisi cette opportunité pour soutenir nos opérateurs, nos équipementiers télécoms et faire en sorte que le mobile, qui est aujourd'hui devenu la plateforme qui permet de collecter les données, qui sont, comme chacun le sait, l'or noir de la nouvelle économie de la connaissance. Donc, est-ce qu'on a soutenu ces opérateurs telco, ces équipementiers, pour en faire des acteurs dominants de marché? Les 5 opérateurs dont je parlais tout à l'heure, qui avaient 60% de part de marché en 2000, aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Il n'y en a plus aucun de 100% européen, en tout cas. Est-ce qu'on s'est dit qu'on allait, par exemple, essayer de fixer de nouveaux standards, comme on avait été capable de le faire pour le GSM, et devenir, par exemple, des passages obligés, des gatekeepers pour les systèmes d'exploitation ou pour les plateformes de recherche? Non, on n'a rien fait de tout ça, en fait. Et du coup, le résultat, et j'abrège un petit peu parce qu'il faudrait raconter tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ans où finalement la politique de concurrence de l'Union européenne a en fait surtout handicapé les acteurs européens locaux, où la politique fiscale n'a pas permis d'harmoniser les conditions d'opération des multinationales et a fait en sorte que tous les pays européens sont en concurrence fiscale les uns avec les autres, où la politique antitrust n'a pas permis de lutter contre la domination progressive et maintenant écrasante de certains acteurs économiques, les régies publicitaires, des monopoles d'un genre nouveau qui ne sont plus des monopoles d'un seul secteur, mais des monopoles multisectoriels. Ça, on n'a pas du tout su adapter notre réglementation à l'émergence de ces nouveaux modèles économiques. Et du coup, la conséquence de tout ça,
c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous étions au début des années 2010, dans une situation où des infrastructures stratégiques, comme avait pu l'être à une époque les réseaux électriques, les réseaux télécoms, les installations nucléaires, mais de nouveaux types d'infrastructures stratégiques comme la cartographie, comme les moteurs de recherche, sont désormais trustés par des acteurs qui ne sont malheureusement pas des acteurs européens. Et pourquoi est-ce gênant? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de souveraineté économique que nous avons perdu ou que nous sommes en train de perdre, il s'agit aussi de souveraineté au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la capacité des États à lever l'impôt, lever l'impôt, c'est pas toujours très agréable, mais c'est un des attributs en théorie politique des États souverains. Cette souveraineté-là, elle est remise en question. La capacité, par exemple, des États à contrôler ce qui est fait avec les données personnelles de ses citoyens, et parfois sont des données personnelles extrêmement intrusives. Par exemple, est-ce qu'on considère normal de ne pas du tout pouvoir contrôler ce qui est fait avec une base de données qui recense, je sais pas, plus de 50% de la population, qui connaît le nom, l'âge, les réseaux d'amis, les préférences sexuelles, religieuses, politiques des gens? Est-ce que ce n'est pas un peu gênant que finalement les États ne puissent pas tellement contrôler ce qui est fait de ces données? Donc on a perdu beaucoup de souveraineté économique, mais aussi de la souveraineté politique, parce qu'on peut considérer aujourd'hui que finalement ne pas avoir la maîtrise de décisions politiques, de décisions qui sont extrêmement politiques et engageantes pour les sociétés. Le fait, par exemple, de dire est-ce que c'est une société privée qui doit définir ce que c'est que le droit à l'oubli, ou qui doit définir les frontières entre le fait de faire du séquençage du génome low cost, mais en même temps vendre des prestations d'assurance vie, qui peut définir exactement jusqu'où on peut aller et comment on peut enquêter sur les gens à qui on vend des services dans les réseaux sociaux, les traces numériques qu'ils laissent un peu partout sur le net, qui fixe les limites à cela? Aujourd'hui, personne, et c'est bien un sujet. Alors que faire? C'est une question que je me suis posée quand je suis arrivée au ministère de l'économie et des finances, donc en charge de l'économie numérique, parce que finalement, il y avait beaucoup de choses qui semblaient relever de la coopération entre les États européens, beaucoup de choses qui étaient contraintes par le droit européen, et on pouvait se dire, il n'y a pas énormément de choses à faire à part subir. Mais comme je souhaite être techno-optimiste et non pas techno-pessimiste, j'ai essayé de chercher les voies et moyens d'agir, d'essayer d'influencer aussi l'Union européenne pour qu'elle mette un certain nombre de sujets sur la table des discussions, même si ce n'est pas facile toujours de trouver du consensus ou de l'unanimité, parfois quand c'est nécessaire, sur un certain nombre de sujets. Mais enfin, il y a des sujets qui ont été mis sur la table. Mais je pense qu'à un niveau local, c'est très important de soutenir l'écosystème. Alors je boucle un peu avec l'événement qui vous rassemble aujourd'hui. Pour moi, membre d'un gouvernement, et c'est intéressant que je me sois posé cette question à la fois comme membre de gouvernement et aujourd'hui comme vous, comme investisseur ou comme membre de cet écosystème du numérique, je pense que les gouvernements peuvent avoir une action positive, qui n'est pas forcément une action directe, qui n'est pas une façon d'empêcher ou de soutenir ou d'inciter, mais une action positive sur l'environnement. Parce que le constat que j'ai fait, qui fait qu'il y a 10 fois plus de licornes aux États-Unis, il y a 8 fois plus d'argent pour le capital risque aux États-Unis, c'est beaucoup une réflexion à mener en termes d'écosystème. Donc l'écosystème, c'est réfléchir à la formation, à l'enseignement supérieur, réfléchir au financement de l'innovation, réfléchir au contexte réglementaire de l'innovation, essayer aussi d'acculturer les politiques qui vont prendre des décisions sur la réglementation de ces nouvelles formes de modèles économiques, essayer de les acculturer à ces nouveaux modèles d'affaires qui sont très différents lorsqu'on réfléchit à ce qu'était l'industrie traditionnelle, y compris jusque dans les années 80, et aujourd'hui une économie qui est fondée sur la donnée, quelque chose de très immatériel et de très difficile à comprendre. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir en termes d'écosystème, et c'est exactement ce que j'ai voulu faire avec la French Tech. Nommer les choses, c'est déjà les faire exister. Et donc, j'ai voulu à la fois donner de la fierté, de la projection, de la capacité à se projeter à l'international à toutes ces magnifiques entreprises qu'on a en France, mais j'ai aussi essayé de stimuler en même temps l'investissement en France dans l'économie numérique. Et donc, c'est passé par de la libéralisation du cadre réglementaire du crowdfunding, c'est passé par la création, l'incitation faite à la BPI de créer un fonds large venture, parce que
pour essayer de combler cette espèce de vallée de la mort du financement. Une réflexion aussi avec des partenaires européens sur la création, attendue depuis des années, mais jamais mise en œuvre, d'un Nasdaq européen pour qu'il y ait des perspectives de sortie pour les valeurs françaises et européennes. Donc, voilà ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'avoir une réflexion un peu holistique et essayer de traiter beaucoup de sujets en même temps, parce que je pense que tout ne tient pas en une seule mesure et que résoudre le problème de la difficulté de faire croître les entreprises en Europe ne passe pas par une seule mesure fiscale ou une seule mesure réglementaire, mais par tout un éventail de mesures différentes. Alors aujourd'hui, je boucle en quelque sorte la boucle et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous faites ce métier et pour laquelle vous êtes ici ce soir. C'est que je pense que finalement la morale de l'histoire que je racontais au début, c'est qu'il ne faut pas trop attendre des autorités de régulation, des autorités européennes, des gouvernements, même si encore une fois on peut agir sur l'écosystème, sur l'environnement des affaires. Je pense que finalement il y a beaucoup de choses qui sont entre nos mains aujourd'hui, que finalement cette culture du financement de l'innovation, cette culture du risque, c'est à nous de la faire passer à la fois aux décideurs politiques, même si je vous l'assure, et là je suis bien placée pour le dire, c'est très difficile d'acculturer le personnel politique à ces nouvelles formes de modèles économiques. Donc je pense que finalement, en tant qu'investisseur, en tant que représentant du capital risque, du capital investissement, nous avons une grande responsabilité dans la capacité des écosystèmes européens, de l'écosystème français, qui est celui qui me tient le plus à cœur, mais des écosystèmes européens, à finalement à tirer notre épingle du jeu dans un combat qui est un peu sans merci avec les États-Unis, certes, mais aussi demain la Chine et la Russie. Et donc je pense que voilà, vous êtes des acteurs extrêmement importants, peut-être plus importants et même sans doute beaucoup plus importants que ceux qui nous gouvernent, de cette capacité que nous aurons à faire vivre des succès français et européens. Donc aujourd'hui, j'apprends un nouveau métier, mais j'ai la conviction en faisant ce métier que je contribue au moins autant à stimuler cet écosystème que lorsque j'étais membre du gouvernement. Donc j'espère que vous êtes aussi convaincus de cela et que cette histoire ne vous aura pas fait dormir, mais vous aura réveillé au contraire et vous aura donné envie de continuer à faire ce que vous faites avec autant d'enthousiasme. Merci.